Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Occident. Alors, après avoir parlé un peu du point de vue de la Pologne du monde, là on vient à la France, et un mouvement important, Riposte laïque, qui est plus qu'un mouvement, c'est une sorte de quotidien ou de lettre, avec Pierre Cassand qui, en 2007, a créé ce mouvement. Bonjour Pierre. Bonjour Eric, ravi de t'entendre, ravi de te voir. Oui, moi aussi, très, très content de te revoir. Alors, c'est vrai qu'on a eu l'occasion, quand j'étais à Radio Shalom, et puis ici même, de te recevoir déjà, mais il y a quelques années. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de faire le point un peu sur Riposte laïque. Alors, je rappelle, l'important, c'est un journal diffusé par le web et par courrier électronique, créé en septembre 2007. Alors, c'est essentiellement pour défendre et pour combattre, pour défendre la laïcité et combattre l'islam, on va dire l'islam radical, ou en tout cas l'islam en général. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il est indiqué dans Wikipédia, mais on va voir que c'est pas forcément toujours très bien ce qui est marqué dans Wikipédia, mais que Riposte laïque adhère à la théorie de Rabia, écrite par Battior, qu'on connaît, on l'a interviewé, et donc elle s'appelle Gisèle Littmann, c'est un grand auteur d'origine juive mais égyptienne, donc il connaît bien son sujet c'est elle qui a expliqué ce qu'était la dimitude dans un pays musulman. Alors expliquez-nous pourquoi la théorie de Rabia est importante. Alors déjà, le point de départ, vous l'avez dit, le point de départ, c'est que Riposte laïque se crée en 2007 pour lutter contre l'islamisation de la France. Et donc la plupart d'entre nous, on vient de gauche et on estime que c'est un combat qui doit aussi être mené par des personnes de gauche. Bon, le constat qu'on fait, c'est qu'on n'a pas tellement réussi dans cette mission, puisque la gauche s'est plutôt crispée, c'est plutôt sectarisé, et donc qu'on a travaillé pour lutter contre l'islamisation de la France avec toutes les forces qui étaient disponibles. Alors pour nous, il est très clair que d'abord l'islam, nous on n'ajoute jamais de qualificatif à islam. Hein. Pour nous, l'islam se suffit à lui tout seul. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est que le seul homme politique qui a le courage de parler de l'islam sans se réfugier derrière islamisme, islam politique, islam radical, etc., c'est Éric Zemmour. Hein, tous les autres se sont obligés d'ajouter un qualificatif comme s'ils n'osaient pas attaquer frontalement l'islam. Et ce qui nous a plu d'ailleurs, c'est marrant que vous me parliez de Battier-Or, hein, Gisèle, puisque on a eu le plaisir de faire sa connaissance dans des salons littéraires au Mnaïbrit et qu'aujourd'hui, j'ai repris contact avec elle. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé, parce que les vies des uns et des autres et tout, et j'avais beaucoup apprécié l'interview qu'elle a donnée suite aux événements du 7 octobre en Israël. J'ai beaucoup apprécié l'interview qu'elle a donnée à une journaliste française. Donc sur ce sujet-là, et je voulais en profiter pour la féliciter. Donc je trouve que Gisèle nous donne un petit peu une lecture particulière de la réalité de l'islam dans le contexte particulier israélien et de toutes les capitulations de l'Union européenne, des dirigeants européens, avec une explication sur ce qu'il s'est passé en 1973. Donc, la théorie de Rabia, c'est-à-dire le choc pétrolier, les accords signés avec les dirigeants européens qui doivent accepter une immigration massive, cesser de demander l'assimilation, les laisser avec leur culture, changer complètement les pages d'histoire du pays et arrêter de mal parler de la bataille de Poitiers ou des choses comme ça. Je trouve que Gisèle est la seule qui nous a ouvert les yeux avec ce concept de Rabia, avec des concepts comme le palestinisme, et je trouve qu'on lui doit vraiment, pour l'ensemble de son œuvre, une reconnaissance éternelle. Et par ailleurs, c'est une personne adorable, modeste, humble, vraiment, ça fait partie des gens qu'on est content d'avoir croisés et qu'on est fier de connaître et d'être apprécié par eux. Confirme, effectivement, c'est une femme remarquable, qui a le courage aussi de publier des choses encore récemment. Donc on va revenir sur son œuvre bientôt. Alors, j'aimerais revenir sur les définitions qui sont véhiculées à droite à gauche sur Riposte laïque, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois, comme on dit ici dans le football américain, on tape à côté, quoi. Alors, dans Wikipédia, on dit que c'est un site d'extrême droite. Pourquoi le qualifier d'extrême droite? Pourquoi pas? Enfin,
d'extrême vérité, par exemple, créé en septembre 2007. Alors, bon, on a revenu sur le mouvement laïque. Alors, quels sont pour vous le sens du mot laïque et pourquoi l'islam et la cible, parce qu'avant, on aurait pu parler de l'Église catholique, qui a refusé la démocratie, qui a refusé en 1905 la séparation de l'Église et l'État. On a un historique aussi, du point de vue de la religion catholique, qui était aussi anti, on va dire, séparation du pouvoir politique avec le pouvoir religieux. Donc, c'est quoi la laïcité à votre sens et pourquoi l'islam, qui n'est plus maintenant l'Église catholique, est un danger pour cette laïcité? Alors d'abord revenir sur la qualification d'extrême droite. Bon, c'est Wikipédia qui me qualifie moi aussi d'extrême droite. On sait pertinemment que c'est la stratégie de la gauche et de l'extrême gauche, c'est de qualifier d'extrême droite pour disqualifier les interlocuteurs, puisque dans l'imaginaire, extrême droite, c'est Mussolini et encore plus Hitler. Et donc, extrême droite, c'est assassin de juifs, c'est nazification, et c'est un terme qui vous disqualifie à jamais. Donc, en fait, c'est leur manière d'appeler les patriotes, c'est-à-dire les gens qui simplement défendent les valeurs de leur pays, défendent leur civilisation, défendent leur histoire, leur culture, et qui sont absolument pas d'extrême droite. Encore que ça serait intéressant de définir clairement ce que c'est l'extrême droite. Moi, je me considère pas comme quelqu'un d'extrême, et je me considère pas comme quelqu'un de droite. Je me considère comme un patriote amoureux de son pays, comme d'ailleurs l'était la gauche historiquement à une certaine période où la gauche, par exemple sur le thème de l'immigration, les syndicats de gauche et les partis de gauche refusaient l'immigration quand il y avait du chômage de masse et ils qualifiaient l'immigration quelque part d'armée de réserve du capital. Donc, pour dire que le terme extrême droite est une imposture sémantique pour intimider l'opposant. Je vous rappellerai que Staline disait que quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous avez un adversaire politique, vous le traitez de fasciste et le temps qu'il mette à expliquer qu'il n'est pas fasciste, comme ça, il ne pourra pas argumenter contre vous. Donc, que du classique qui marche remarquablement par ailleurs, hein, faut pas le cacher. Vous me demandiez sinon l'histoire de la laïcité. Bon, il y a une particularité au niveau de la laïcité entre le modèle français et le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire que le modèle français, c'est un principe de séparation. C'est-à-dire qu'on sépare le religieux et le politique, on sépare l'État et l'Église, puisque vous évoquez l'Église, hein, c'est la phrase de Victor Hugo en 1850 quand il est député, je veux l'État chez lui et je veux l'Église chez elle. Donc, c'est la notion de séparation qui est totalement différente de la notion anglo-saxonne qui voit la laïcité comme quelque part une vision libérale. C'est-à-dire que pour eux, la laïcité, c'est que tout le monde fait ce qu'il veut où il veut. Et pour être concret sur les conséquences de ça, vous pouvez avoir dans les pays anglo-saxons des juges, des enseignants, des policières qui portent le voile, qui portent des symboles qui permettent de les identifier et d'identifier leur religion. En France, c'est tout le contraire. En France, on considère que l'article 1 de la loi de 1905 reconnaît la liberté religieuse, la liberté de culte, mais l'article 2 affirme que l'État ne reconnaît, ne subventionne et ne salarie aucun culte. C'est-à-dire qu'il exige une neutralité dans l'espace public. Alors maintenant, vous me parlez de l'islam. Pour moi, et je me rappellerai toujours, c'était ma première rencontre avec un grand monsieur qui s'appelle René Marchand. Et René Marchand, qui a écrit des livres remarquables sur l'islam, c'est un des meilleurs spécialistes français, m'avait dit, quand on avait organisé en 2010 l'apéro saucisson pinard sur les Champs-Élysées, René m'avait dit, Pierre, sachez une chose, ne jamais considérer l'islam comme une religion, parce que si vous considérez l'islam comme une religion, vous allez tomber dans un piège mortel. Et donc, c'était pertinent parce que pourquoi vous me posiez la question, pourquoi l'islam n'est pas compatible avec la laïcité? Tout simplement parce que l'islam, de par sa nature, ne peut pas séparer le politique du religieux. C'est-à-dire que l'islam est une foi, mais l'islam est aussi une loi. Et dans tous les pays musulmans, vous pouvez remarquer qu'aucun modèle laïque n'est possible puisque l'islam est la religion d'État. Et même quand on vous dit, par exemple, que la Turquie est un modèle laïque, ça n'a rien à voir avec notre modèle français, puisque Atatürk avait décidé, lui, avec ses méthodes, de canaliser l'islam en faisant des imams des fonctionnaires.
C'est-à-dire que les imams sont payés par l'État turc, qui bien évidemment choisit ceux dont il a envie et qui vire les autres, mais il n'y a pas de neutralité, vous voyez, il n'y a pas de séparation. Donc l'islam est incompatible parce qu'il est incapable de séparer le religieux du politique, mais aussi parce que contrairement aux autres religions, et je veux bien revenir sur le catholicisme, hein, l'islam est incapable de respecter la liberté de conscience. Et que nous autres, nos valeurs, c'est quand même également l'égalité des hommes et des femmes. Un concept que l'islam est totalement incapable de respecter. J'ai dit, vous avez tout à fait raison. Donc effectivement, par rapport à l'égalité entre l'homme et la femme, ça fait partie effectivement des valeurs occidentales, on va dire, et chrétiennes, puisque même dans l'Évangile, on a cette phrase importante rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, ce qu'on appelle le césaropapisme. Et je pense que c'est un des piliers de la laïcité qui a émergé, bien sûr, plus tard. Voilà, bon, en tout cas, on resitue bien. Mais alors, pour revenir à la façon dont est qualifié Riposte laïque, on a vu Libération indique en 2021 que le site atteint une audience de 3 millions de pages vues par mois, donc ce qui en fait un des plus grands quotidiens, ou en tout cas publications dans ce genre-là. Et en 2023, Conspiracy Watch le classe parmi les 10 sites conspirationnistes francophones les plus consultés durant l'année 2022. Alors là, je pense qu'on rejoint les propos que vous aviez dit tout à l'heure par rapport à la qualification, quand on parle de fascisme, comme ça on neutralise le débat, mais j'ai l'impression que c'est la même chose, parce que les médias traditionnels voient que leur audience baisse et que les médias sociaux prennent la place, et ça leur plaît pas du tout, parce que là, on est au Canada dans une censure de Facebook suite à la législation qui a été adoptée au Canada, qui permet donc à Facebook d'interdire les publications actuelles, on parle du jour ou de la semaine, sous condition de supprimer cette loi. Comment expliquer, avant de parler de reconquête, comment expliquer cette qualification est-ce que le fait de vous être rapproché de différents courants, je parle du bloc identitaire, de Dreuzinfo, qu'on connaît bien, l'association laïque pro-israélienne France-Israël, présidée à un moment par Gilles William Goldanel, qu'on a reçu ici, et récemment par Reconquête. Est-ce que ça peut expliquer que vous soyez catégorisé comme ça par des médias de gauche, pour rappeler quand même, de cette façon? Voilà. Ce qu'on nous a pas pardonné, c'est que de 2007 à 2010, on est encore des gens gentils. C'est-à-dire qu'on continue à se définir comme des gens issus de la gauche, et notre ligne est d'essayer de rassembler des patriotes de gauche et de droite qui luttent contre l'islamisation de la France. Donc sans le moindre sectarisme. Et on voit que immédiatement, dès qu'on parle de lutter contre l'islamisation de la France, mais qu'on renvoie pas dos à dos l'islam avec le judaïsme ou avec le catholicisme, on est déjà suspect. On commence à être tricard, si j'ose dire, dans toutes les réunions. Mais on est encore invité de temps en temps sur les plateaux de télévision. Et puis, on tente beaucoup d'approches avec des gens de gauche pour leur proposer des actions en commun. C'est le refus systématique et à partir de là, on prend nos responsabilités avec le bloc identitaire. En 2010, j'évoquais l'apéro saucisson pinard, mais j'aurais pu évoquer également les assises internationales contre l'islamisation de nos pays qu'on a fait en décembre 2010 avec l'avenue d'Oscar Fressinger, qui était l'invité vedette. À partir de là, on considère qu'on a franchi le Rubicon et on le paye cher de deux façons, c'est-à-dire on le paye d'abord cher parce qu'on est définitivement interdit de séjour sur les plateaux de télévision. Christine Tazin ou moi, on n'a pas remis les pinceaux sur un plateau de télévision depuis 2011. Je parle d'un plateau de télévision officiel, je ne parle pas des amis de TV Liberté, de la réinformation. Et puis on le paye. Alors, je cite, ce que vous avez cité Christine Tassin, c'est important de la situer. Donc c'est celle qui a, Christine Tassin, c'est votre femme, enfin votre compagne, oui. Mais qui a créé Résistance républicaine. C'est juste pour situer, voilà. Oui. Et donc, je vous disais, Eric, on le paye d'une première façon en étant alors là qualifié d'extrême droite, on prend tout là, on a mangé avec le diable et tout. Donc, et deuxièmement, on croule sous les procès à partir de cette époque-là. C'est-à-dire que jusqu'en 2010, on n'a jamais eu un procès. Et dès qu'on fait les assises avec
Donc avec le bloc identitaire, en invitant quand même 24 intervenants de 12 pays qui nous font tous la même conclusion, hein, on est en 2010, chez chaque fois qu'il y a un nombre de musulmans conséquent dans un pays, eh bien les juifs et les homosexuels sont les premières victimes. C'est ce que nous disent à peu près tous les participants, y compris des apostats de l'islam qui sont invités. Donc, à partir de là, on commence à se prendre des procès pour incitation à la haine, etc. Donc, par les associations dites antiracistes, par des associations musulmanes, par des représentants de l'État, des préfets, des procureurs et tout. Et la façon de nous tuer, de nous faire taire, c'est de nous frapper au porte-monnaie. Je peux vous dire, Eric, que depuis 2010, on doit en être à peu près à 25 procès et je faisais les calculs, c'est un peu du masochisme, mais j'ai fait le calcul que tous les frais de justice qu'on a dû payer depuis 2010, ça se monte à 100 000 euros. Donc, et encore, on a un excellent avocat qui nous gagne beaucoup de procès. Je pense que sans lui, on n'existerait plus aujourd'hui et on peut s'en sortir que par la vente de nos livres et puis par de temps en temps des appels aux dons qu'on essaye de pas faire trop réguliers parce que j'ai peur que ça lasse. Mais quand il y a le feu au lac, comme disent nos amis suisses, hein, bah, quand il y a le feu au lac, on appelle au secours. Et c'est donc pour ça qu'on est encore vivant. Après 13 ans de harcèlement judiciaire, on est encore là. Alors, les rapprochements dont j'ai cité, il y en a un qui est le plus important, c'est votre adhésion. Mais est-ce que vous l'avez fait à titre personnel ou à titre du mouvement de Reconquête? Comment expliquez-nous le rapprochement avec Reconquête? Alors, en fait, c'est Riposte laïque reste indépendant, mais il n'empêche qu'on a, bon, la sensibilité ne pouvait que nous amener à Reconquête. Il y a une, on va dire, il y a une cohérence. Moi, je vais d'abord dire, je l'ai fait à titre individuel, hein. Et dans Riposte laïque, vous avez des personnes qui défendaient Marine Le Pen. Il y avait quand même une pluralité, mais il faut dire une chose, c'est que la plupart de nos contributeurs étaient enthousiasmés par Éric Zemmour, mais en même temps, il y a une cohérence. Je vous disais tout à l'heure qu'Éric Zemmour était le seul homme politique qui appelait clairement un chat et qui ne s'abritait pas derrière son petit doigt pour parler de l'islam. Bon, c'est évident que c'est plus facile pour nous de soutenir Éric que de soutenir une Marine Le Pen qui nous explique que l'islam est compatible avec la République. Donc moi, je vais vous dire à titre individuel, moi, je n'avais plus été membre d'un parti politique depuis 1985. J'espérais vraiment du fond du cœur qu'Éric se lancerait, qu'Éric serait candidat. Je ne postule à aucune responsabilité à Reconquête. J'étais simplement un adhérent de base qui a contribué par Riposte laïque à soutenir quand même la candidature d'Éric Zemmour, même si on n'était pas fondamentalement hostile à Marine Le Pen, mais on va dire qu'il y avait quand même un a priori beaucoup plus favorable pour Éric. Et j'ajoute d'autre part que c'est un homme que j'aime bien au niveau individuel, que je le trouve sincère, authentique, nature, et que pour moi, il incarnait un petit peu la nécessité de sortir des forces politiques habituelles et de faire quelque chose de nouveau. Donc je vous avoue que j'ai cru, y compris, en la possible victoire d'Éric Zemmour, et j'ai d'ailleurs écrit un livre avec mon ami Jacques Guillemin, pilote ancien colonel de l'armée de l'air, un livre intitulé 2022, Zemmour aura le dernier mot. Il peut arriver d'être plus optimiste que les faits, quoi. Bon, on s'est trompé, il n'empêche, ça serait à refaire, je referai exactement la même chose. Mais c'est intéressant de voir effectivement que, en fait, vous avez convergé parce que vous aviez les mêmes combats quelque part. Absolument. Alors, pas forcément. Bon, je vous cache pas. Après, je comprends, hein, mais je vous cache pas. Par exemple, Riposte laïque, on était un peu, on va dire, agacé, pour ne dire que ça, sur la prudence d'Éric Zemmour sur le Covid, par exemple. Nous, on était clairement, contrairement, vous citiez Dreuze, nous, on était clairement engagés dans une politique anti-covidiste et on a toujours été convaincus que
on va dire, la dictature sanitaire était une imposture qui consistait à domestiquer un petit peu les gens. Bon, c'était pas la position de Reconquête qui expliquait que, mis à part l'immigration, fallait rien d'autre. Sur d'autres sujets, on pouvait avoir quelques désaccords, mais moi, je fais partie de ceux qui considèrent que le combat majeur, c'est l'islam et l'invasion migratoire, et qu'à partir de là, le meilleur pour dénoncer ça, c'est Éric Zemmour, et que le reste sont des divergences secondaires. L'actuel directeur de la rédaction de Riposte Laïque, est-ce que c'est toujours Guy Sebag qui se situe en Israël? Alors oui, on a la particularité, vous allez voir qu'on est très éclectique. Nous sommes hébergés en Russie et notre site est hébergé en Russie et nous avons un président israélien, franco-israélien, Guy Sebag, qui était avocat par ailleurs et qui vit en Israël. Est-ce que ça peut expliquer, parce qu'on a constaté dans vos écrits, mais pas seulement les vôtres, hein, ça peut être ceux qui ont collaboré à la lettre, une position, on va dire, pro-Poutine, en tout cas compréhensif par rapport à sa décision d'envahir l'Ukraine. On a reçu Stéphane Courtois, qui a écrit le livre noir de Poutine. Ouais. On a eu du mal à comprendre la position de Riposte Laïque sur ce point. Pas seulement à Drosinfo avec vos amis communs comme Guy Millière. Là, ça a frotté, là, oui. Ouais. Mais expliquez-nous votre position, puis après on va rentrer dans le débat avec Reconquête. Comment ça se fait que vous avez décidé de prendre de la distance, on va dire. Oui, ok. Alors, je vais vous dire, riposte laïque, rapidement. Riposte laïque, c'est le combat contre l'islamisation, c'est le combat contre l'invasion migratoire, c'est le combat contre ce que nous appelons, nous, l'imposture climatique et les théories du GIEC, c'est le combat contre la dictature covidiste, c'est le combat contre l'Union européenne, c'est le combat contre la mondialisation et c'est le combat contre le wokisme. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en face, tous ceux qu'on combat, sont un tout petit peu, on va dire, les oligarchies qui veulent supprimer, c'est notre thèse, hein, qui veulent supprimer les États-nations pour les remplacer par un espèce de gouvernement des élites mondialisées, hein, pour faire bref. Et donc, nous, ce qu'on constate, c'est que l'Ukraine est l'arme un petit peu de ces gens-là contre ceux qui, comme la Russie et d'autres, sont pas forcément des modèles démocratiques exceptionnels, mais qui, en attendant, continuent à défendre des valeurs, continuent à défendre une civilisation. Et ce qu'on constate, c'est que la Russie, et là-dessus, on a du mal à se comprendre avec un Guy Millière, la Russie, c'est plus l'URSS. La Russie, aujourd'hui, défend des valeurs. Moi, quand Poutine défend le wokisme, quand Poutine défend le wokisme, dit que le wokisme ne s'installera jamais en Russie, quand il ne laisse pas les LGBT faire la loi dans les écoles, quand en Russie, les délinquants sont poursuivis, quand il maîtrise ses frontières, quand il refuse quelque part ce qu'on appelle le métissage, quand il a rendu la fierté à un pays qui était complètement à l'agonie avant qu'il arrive, on considère que on préfère quelque part que la Russie ne sorte pas affaiblie de ce conflit. Je ne vais pas revenir sur le Donbass, sur tout ça, sur les bases de l'OTAN, mais nous, il nous paraît totalement logique à partir du moment où nos pires adversaires sont du côté de l'Ukraine et veulent affaiblir la Russie parce que c'est un obstacle à la mondialisation, il nous paraît tout à fait logique de soutenir Vladimir Poutine. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire lire l'œuvre de Stéphane Courtois sur le livre noir du communisme ou le livre noir de Alors j'ai lu le livre noir du communisme à une époque où j'avais encore, on va dire, quelques illusions, on peut le dire comme ça. J'en étais à dire que d'accord, il y avait eu le stalinisme, mais que sans le stalinisme, ça aurait peut-être été bien. Je veux dire, c'est un livre qui m'a fait le plus grand bien et je savais déjà de quelles horreurs le stalinisme, le communisme étaient capables et ça a fait, mais j'avais déjà lu également, j'avais lu Solzhenitsyn, j'avais lu d'autres ouvrages qui m'avaient déjà convaincu que, j'étais content de ne pas vivre dans un pays dirigé par des gens comme ça.
Stéphane Courtois, dans l'interview que j'ai fait avec lui, prétend, en tout cas dans son livre, que en fait, Poutine est un adepte de Staline et en fait, il reste très frustré de la disparition de l'URSS, d'après lui. En tout cas, il ne le montre pas. J'ai pas l'impression que les Russes le détestent. J'ai quand même l'impression qu'il a redonné une fierté à son pays, alors qu'il a été un agent du KGB à un moment et tout. Bah oui, ça c'est une période. Toujours est-il que je préférerais avoir à la tête de la France un homme de la trempe de Vladimir Poutine plutôt que Macron, que Hollande qu'on a eu quelque temps avant ou que Sarkozy, tout simplement parce que Poutine défend son pays, défend la souveraineté de son pays, défend l'identité, alors que nous, on a des gens qui nous bradent quotidiennement. Ah oui. Alors justement, ça me permet de rebondir sur la France, parce que Guimilière s'apprête à sortir un livre sur y a-t-il quelqu'un pour sauver la France. J'aimerais avoir votre avis sur la situation de la France actuellement. Elle est effrayante. Le drame, c'est qu'à chaque nouveau président, on a tendance à se dire, bon, ce coup-là, on a touché le fond et on peut que remonter. On se disait déjà ça de Sarkozy, mais surtout de Hollande. Bon, et puis, bah, depuis qu'on a Macron, on a réellement une accélération quotidienne de la destruction de la France. 500 000, imaginez quand même ce que ça donne. Peut-être qu'au Canada, vous avez un peu l'équivalent avec Trudeau, mais imaginez ce que c'est 500 000 nouveaux venus par an, majoritairement venus d'Afrique, majoritairement musulmans. Il suffit de regarder le remarquable site F de Souche pour voir tous les jours la réalité de ce que Laurent Oberton appelait l'ensauvagement de la France. Je veux dire, c'est des choses, rappelez-vous, en 2002, ça faisait la une du 20h quand vous aviez un pauvre monsieur, je crois qu'il s'appelait Papy Boise, qui s'était fait casser la tête dans sa maison. Le mec, on l'avait vu, c'était juste avant le premier tour de la présidentielle, on l'avait vu complètement amoché, des yeux au beurre noir et tout. Mais bon, ça faisait la une de l'actualité, ça avait remué la France. Aujourd'hui, vous êtes 20 ans plus tard. Bah, je vois par exemple une femme de 68 ans à Lille qui revient de sa séance de sport, un migrant de 17 ans qui rentre chez elle, qui force la porte, qui la tue de 37 coups de couteau. Je veux dire, ça ne fait plus réagir personne. C'est 10 lignes dans la presse, c'est tout. La France, il y a même les chiffres qu'a donné Darmanin qui sont pourtant, on va dire, diminués, qui sont minorés, donne des chiffres épouvantables sur le nombre d'agressions gratuites, sur le nombre de viols, sur le nombre de cambriolages avec armes, sur le nombre de vandalismes. Très franchement, toutes les personnes qui ont la tête sur les épaules ont aujourd'hui peur, doivent prendre des précautions, doivent faire attention dans leur quotidien. Et ce qui est épouvantable, c'est que ça gagne l'ensemble du pays, justement à cause de l'accélération de l'invasion migratoire. Puisque jusqu'à maintenant, c'était surtout les grandes villes qui étaient concernées. On a vu à travers les émeutes qui ont éclaté fin juin suite à l'affaire de la petite racaille Naël, on a vu dans les émeutes que c'était plus seulement les grandes villes qui étaient concernées, mais que c'était aussi les villes moyennes. Et Macron veut nous imposer, au nom de la transition démographique, ce qu'il appelle la transition démographique, ce qui signifie le grand remplacement. Dans les campagnes, Macron veut repeupler les campagnes avec des migrants, ce qui explique que Riposte Laïque, mais d'autres aussi, sont totalement engagés dans la campagne. On a mené une campagne active à Calac, on en mène victorieuse d'ailleurs, on en mène une à Saint-Brévin, on va en emmener une à Saint-Jean-de-Mont, c'est-à-dire que partout où c'est possible, on essaye aussi d'être un média tourné vers l'action et d'encourager les gens dans les campagnes à refuser cette invasion migratoire parce que les campagnes sont le dernier lieu où il reste un mode de vie à la française, et où les gens peuvent laisser leur vélo sans mettre un antivol, où les gens peuvent laisser leurs clés sur leur voiture, ne pas fermer leur maison. Je veux dire, c'est un mode de vie qui, si on change la population, bah, va complètement disparaître et va entraîner les mêmes choses que ce qu'elle entraîne dans les grandes villes et les villes moyennes.
Donc la situation de la France est épouvantable. Alors, vous rejoignez le propos et la réflexion de Guimilière à ce sujet. Vous êtes adepte donc de la thèse du grand remplacement par l'intellectuel, là, qui d'ailleurs est bloqué partout. Est-ce que vous avez eu l'occasion... Oui, Renaud Camus. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer et comment est-il, comment vit-il cette situation? Et pourriez-vous aussi expliquer pourquoi vous êtes rapproché dans Reconquête et pourquoi vous avez décidé de prendre des distances? D'accord. Alors Renaud Camus, c'est un vieux compagnon de combat. Hein. Renaud n'est pas qu'un intellectuel, même si c'est un intellectuel avec ses particularités, un côté vieille France sympathique, je vis dans mon château, il vous voit tout le monde et tout le monde le vous voit. Mais par ailleurs, c'est un homme qui n'hésite pas à mettre les pieds dans la boue, au sens propre comme au sens figuré. Chaque fois qu'on l'a invité quelque part, il est venu à toutes nos initiatives, il est capable d'accepter un rendez-vous dans un champ en Ardèche et de prendre la parole dans un champ en Ardèche. Renaud est vraiment un intellectuel militant, admirable, respectable, qui a été très malade suite au Covid. Il a eu très très chaud. Donc peut-être qu'on le voit un petit peu moins. Il a un humour exceptionnel et donc par ailleurs il a un courage. Lui aussi est persécuté, harcelé par les tribunaux. Il s'en moque, il se moque des juges. Bon, franchement, j'aime beaucoup Renaud. Voilà, donc il était normal qu'on mène le même combat, même si lui ne se situe pas forcément dans la lutte contre l'islamisation. Lui, il considère que c'est réellement le grand remplacement qui est le combat à mener. Bon, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'empailler. Le grand remplacement, l'islamisation est la conséquence du grand remplacement. Bon, on mène un combat semblable et complémentaire. Après, vous pensez qu'il accepterait une entrevue ici? Oh, j'en suis sûr. Renaud, si vous n'avez pas ses coordonnées, je vous les laisse et je suis convaincu que Renaud accepterait avec plaisir un entretien avec vous. Alors, je veux pas m'engager pour lui, mais non, c'est ça, bien je sûr. ne comprendrais pas pourquoi il ne le ferait pas. D'accord. Alors, donc pour finir la distanciation avec Reconquête, et puis peut-être pour conclure, donc votre avis par rapport à la guerre du Hamas, parce que je pense que ça rejoint un peu, parce que le Hamas n'a rien à faire de la création d'un État palestinien. Ce qu'il veut, c'est imposer l'islam. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Donc d'abord Reconquête et ensuite la guerre du Hamas. Bon, Reconquête, on va dire que bon, tout bien, je vous ai parlé de la bataille qu'on mène dans les campagnes. Et bon, je fais partie un petit peu des fers de lance avec un ami à moi, Bernard Germain, qui lui aussi vient de l'extrême gauche, de la gauche et de l'extrême gauche. Et on va dire qu'on était tous les deux des militants de Reconquête. Et nous, la ligne qu'on avait quand on menait ces combats, c'était d'abord que c'était les militants locaux dans les collectifs qui animaient les combats et que nous, on leur amenait notre expérience, mais que c'était eux qui décidaient le type de combat qu'ils faisaient. Et donc, c'était pas un parti qui décidait de se battre à la place des gens. Et la deuxième chose, c'est que nous, on acceptait tout le monde. C'est-à-dire à Calac, par exemple, on a accepté la présence d'absolument tous les courants qui se reconnaissaient, tous les courants politiques qui se reconnaissaient dans le refus. À Calac, ça s'appelait le plan Horizon, c'est-à-dire l'installation de centaines de migrants dans le centre-ville. Nous, on a refusé toute approche sectaire en disant que tous ceux qui voulaient étaient les bienvenus. Et là, bon, alors déjà, le Rassemblement national, et c'est pas brillant, a refusé de participer à toutes nos initiatives parce qu'il disait qu'il y avait Reconquête et qu'il voulait pas servir la soupe à Reconquête. Donc, bravo les gars. Et Reconquête a commencé à vouloir jouer une stratégie un petit peu de dédiabolisation, que pourtant il brocardait quand c'était le Rassemblement national, en commençant à nous dire, oui, mais là, il y a le Parti de la France, ça nous plaît pas trop, parce que si on s'affiche avec le Parti de la France, ça va nous retomber dessus, donc vous les virez. Bon, on a refusé d'obtempérer à ces espèces de diktats de petits chefs parisiens,
Et on a tenu, on leur a dit, le parti de la France, nous, d'abord, ils nous amènent un service d'ordre efficace, ils amènent la sono, et puis on peut ne pas être d'accord avec eux sur tout, mais ce sont des militants valeureux, loyaux, fidèles à nos causes et tout, donc il n'y a aucune raison de les virer. Et on a envoyé un peu balader la direction de Reconquête. Et il y a eu une deuxième, on va dire un deuxième épisode, c'était Saint-Brévin, où là, le collectif de Saint-Brévin, on va dire, il y a des gens plutôt catholiques, traditionnalistes, quelques-uns dans le collectif. Et ils avaient décidé, parmi les intervenants, parce qu'il y avait toujours 10 à 12 intervenants, ils avaient décidé d'inviter Alain Escada. C'était avant qu'il soit en instance de dissolution. Et là, nous avons eu on va dire, des ultimatums, je pourrais presque dire des menaces de Damien Rieu, qui est responsable des actions sur le terrain, qui nous a fait savoir que si nous maintenions l'invitation de Civitas, lui retirait la participation de toutes les personnes de Reconquête en nous expliquant que parce qu'ils étaient les plus nombreux, c'est eux qui devaient décider. Donc, on leur a expliqué que nous, c'était pas notre fonctionnement et que si Damien Rieu refusait de participer à un rassemblement unitaire parce qu'il y avait Civitas, c'était Damien Rieu qui dégageait. Donc, évidemment, ça n'a pas trop plu et j'ai été victime après d'une basse vengeance de l'appareil qui montre que, hélas, les partis politiques ont hélas bien souvent les mêmes réflexes de frilosité et de sectarisme, puisque je pensais être bien apprécié par les militants de Reconquête. J'avais été invité par la section de Seine-et-Marne de Reconquête à intervenir et on va dire le chef du 77 m'a appelé un peu péteux en me disant qu'il avait l'ordre de me faire remplacer et d'annuler mon invitation. Bon, je demandais à Eric, je réglais ça directement avec Eric, je lui ai dit voilà, est-ce que tu cautionnes ce genre de choses ou est-ce que tu cautionnes pas? Bon, il a essayé d'apaiser les choses, on a des bons rapports, mais je lui ai dit que dans ces conditions-là, moi, je ne restais pas à Reconquête, que pour moi, être à Reconquête, c'est un coup de cœur, et qu'à partir du moment où je constate dans la direction des pratiques que je refuse, je ne suis plus membre de Reconquête. Il n'empêche que je demeurerai un électeur de Reconquête, et que je considère que c'est le parti qui est le plus proche de mes idées, mais pas au point d'y militer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sur Israël, le dernier problème d'Israël, c'est l'attaque de Hamas d'Israël. D'abord, je reviens sur ce que tu viens de dire. On a bien compris ta position et merci de l'avoir apporté. C'est important de comprendre pourquoi tu as décidé de quitter Reconquête, mais tout en restant électeur. Mais ça me paraît important par rapport à ton combat depuis 20 ou 30 ans. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Je trouve qu'il y a un parallèle assez monstrueux, parce que là, c'est des gens qui meurent, là. Nous déjà, depuis toujours, depuis que Riposte laïque existe, à chaque fois qu'Israël a été confronté à des attaques de ses voisins, que ce soit le Hezbollah, que ce soit le Hamas et tout, nous, on a toujours été inconditionnellement du côté d'Israël. Alors, tout simplement, parce que moi, le terme de choc des civilisations ne me pose aucun problème. Et pour moi, Israël représente, même si je serais incapable de vivre en Israël, ça c'est autre chose, mais Israël représente un modèle de société à côté, disons, dans lequel je me reconnais. Et pour moi, Israël est confronté exactement aux mêmes ennemis que nous y sommes. Et Gaza ou la Judée-Samarie, ce qu'ils subissent, c'est à peu près ce que nous, on subit dans les banlieues. Et c'est exactement la même idéologie. Heureusement, aujourd'hui, dans les banlieues, ils n'ont pas l'armement de Gaza et tout, mais on pourrait tout à fait imaginer que l'ensemble de l'Île-de-France, parce qu'au niveau géographique, c'est à peu près pareil, se prennent un jour des roquettes venues du 9-3. Donc, pour moi, le combat des Israéliens contre les prétendus Palestiniens, c'est le même que celui que nous menons, nous, contre les islamos qui gangrènent complètement nos quartiers et qui pourrissent la France et qui sont en train d'opérer quelque part, qui multiplient les territoires perdus de la République et qui gagnent du terrain jour en jour en imposant par la peur, par la violence et tout, en imposant leurs méthodes à l'État qu'ils veulent chasser de plus en plus de leur quartier.
Donc ça me paraît évident pour moi que des gens comme nous, avec le combat qu'on mène, on ne peut qu'être du côté des Israéliens et être totalement solidaire de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils connaissent, c'est que bah on voit la réalité de l'islam. Je suis désolé, les insoumis ont bon multiplié le cinéma avec des discours de paix en disant qu'un Palestinien mort c'est la même chose qu'un Israélien, etc. Moi, j'envisage même pas une seconde que des Israéliens puissent décapiter des Palestiniens, puissent violer des femmes, puissent éventrer des Palestiniens. Enfin, il y a aucune barbarie possible, me semble-t-il. Enfin, me semble-t-il, j'en suis certain, dans la culture israélienne, parce que c'est une culture occidentale, c'est une culture, j'ai envie de dire, démocratique, alors que bah, les Palestiniens incarnent tout l'islam, tout ce qu'est l'islam, et finalement les Palestiniens incarnent ce qu'a été, les Palestiniens, je mets des guillemets, hein, je ne vais pas approfondir, mais ce qui est 14 siècles d'islam. C'est tout. Donc, il n'y aurait aucune cohérence de notre part. Encore plus, je vous ai parlé de mon admiration pour Gisèle Battier-Or. J'admire le peuple israélien pour ce qu'il a été capable de faire depuis 48 et je l'admire même si je suis inquiet par rapport à la gangrène de la gauche dans le débat national, hein, je suis un peu inquiet parce qu'il y a aussi une similitude, c'est le refus de la dictature des juges, hein, dont Netanyahou essaye de s'émanciper. Donc moi j'ai vraiment une grande admiration pour le peuple israélien, pour Israël, et pour moi ce serait une catastrophe si Israël était battu, quoi. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ce point de vue. Pour conclure, donc là, vraiment une phrase. Quels sont les projets de Riposte Laïque et où est-ce qu'on peut contacter Riposte Laïque s'ils veulent, les gens veulent lire des articles ou vous rencontrer dans des événements? Alors, il y a un site qui tous les jours sort à peu près à 21h le soir, sort une vingtaine d'articles qui sont tous des exclusivités et qui sont tous rédigés par des membres de la rédaction qui n'ont pas une culture de journaliste, mais qui sont des militants. Donc, sur les différents sujets que je vous ai évoqués, c'est sur le site donc https ripostelaïque.com. Bon, ça, c'est tous les soirs. Vous avez également les livres. On écrit, on sort à peu près 1 ou 2 livres par an. Là, on vient d'en sortir un sur Sébastien Jalamion, un policier. Avant, avec Bernard Germain, on a sorti un livre Transgression qui parle un petit peu de notre parcours et pourquoi on est passé de la gauche à la droite. Et puis, juste une phrase, notre prochaine action, on va soutenir le Rassemblement vendéen qui, le 4 novembre prochain, organise un rassemblement devant la mairie de Saint-Jean-de-Mont, parce qu'à Saint-Jean-de-Mont, vous avez des bobos gauchistes qui ont décidé, soutenus par la mairie, d'installer 22 migrants à Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, au cœur de la Vendée profonde, et donc on va aider les gens là-bas à se battre contre cette implantation que la majorité ne souhaite pas, j'en suis convaincu. Merci Pierre, ça a été important que tu donnes ton avis et ton point de vue parce que Lux Media et nous-mêmes avec Occident, on préfère, puisque Occident c'est le nom de mon émission, c'est défendre les valeurs occidentales, de donner la parole directement aux gens qui sont concernés plutôt que passer par les rumeurs et les fake news à ton sujet. Alors je te remercie, il faut rappeler quand même que tu es un ancien typographe et moi je suis un ancien imprimeur, que nous avons la tradition de la liberté dans notre cœur et dans notre tradition et que je reconnais ton combat pour la liberté comme source de... Enfin, on ne retrouve pas seulement Proudhon, mais toute la tradition depuis 600 ans de l'imprimerie, de la liberté d'expression. J'avais beaucoup aimé une phrase de Sarkozy, qui n'est pourtant pas mon ami, sur le procès de Charlie Hebdo. Il avait dit plutôt un excès de caricature que pas de caricature du tout. Et ça me convient parfaitement. Ah, tout à fait. C'est une superbe conclusion. Merci beaucoup Pierre et à bientôt. Et merci beaucoup. Et si vous avez besoin du téléphone de Renaud Camus, oui, je vais voir ça avec toi. Merci beaucoup, messieurs, dames, pour votre... merci Pierre Cassan, et longue vie à Riposte Laïque. Donc merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. J'espère que cette nouvelle émission vous aura intéressé. À bientôt.